Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour. Mon invité d'aujourd'hui est Philippe Delorme, l'historien Philippe Delorme, que vous connaissez bien. Et Philippe nous fait l'amitié de répondre à une invitation autour de son dernier livre qui s'intitule très sobrement « Couronne au pluriel » avec un sous-titre « Les symboles de notre histoire ». Alors Philippe Delorme, on vous connaît comme évidemment l'historien des royautés, et tout particulièrement des royautés européennes. Je pense à la monarchie anglaise, mais également la monarchie espagnole. Vous avez également écrit de nombreux ouvrages sur les dynasties et les souverains français. Mmh. Et donc il était, j'imagine, assez naturel que vous vous intéressiez à ce qu'on appelle une couronne. Alors c'est un petit peu un dérivatif, si on peut dire, parce que je fais surtout de l'histoire humaine. À mon avis, l'histoire, c'est surtout l'histoire des hommes et des femmes, évidemment, qui sont des hommes comme les autres. Donc là, c'est un peu différent, puisque ce sont des objets, finalement, ce sont des objets qui accompagnent justement la souveraineté, qui accompagnent le pouvoir, qui sont des symboles, on verra ce que veut dire symbole aussi, qui sont des symboles de la continuité du pouvoir. Dans de nombreux pays d'Europe encore, c'est un peu difficile à concevoir en France, qui est une république laïque depuis déjà plus d'un siècle maintenant, et donc l'idée d'avoir un objet comme ça qui incarne la continuité, le pouvoir et l'histoire du pays, c'est un petit peu différent. Voilà, c'est plus vrai en Angleterre où on voit tout de suite évidemment à quoi la couronne correspond. Alors l'idée de ce livre, couronne, c'est voilà, couvre-chef, bonnet, diadème, serre-tête, tiare. Je veux dire que le fait de se mettre quelque chose sur la tête, on peut dire remonte à l'Antiquité. Oui, alors on peut imaginer que même les hommes préhistoriques commençaient à se couvrir le chef, soit pour se camoufler, enfin pour se protéger de la pluie, des intempéries, ou bien pour se décorer, pour se parer. Les femmes préhistoriques probablement devaient déjà utiliser des branches, des feuillages, des fleurs. Donc ça, c'est, si on veut, la couronne primitive. On la revoit d'ailleurs dans certaines représentations des dieux gréco-romains. Bacchus avec ses pampres de vigne autour de la tête, ses feuilles de vigne, ses grappes de raisin, et puis Isis aussi en Égypte, qui était la déesse de la fécondité et du blé. C'est elle qui avait apporté l'agriculture en Égypte selon la tradition, et donc elle avait une couronne avec des épis de blé. Donc on a toutes les statues grecques sont couronnées. Oui. Zeus l'est de chêne, Apollon l'est de laurier, Aphrodite l'est de la myrte, et Dionysos l'est de la vigne, Cérès l'étant d'épis de blé. On peut dire que c'est les grands, en gros, ce sont les grands symboles naturels, enfin que c'est à la fois les symboles des fleurs, les fruits, les céréales, etc., qui symbolisent, qui incarnent en fait les grandes activités humaines, en particulier l'agriculture. L'agriculture qui, selon les traditions antiques, avait été apportée sur terre par des dieux. On comprend tout à fait que Dionysos soit lié à la vigne. Puisque c'est l'ivresse, la myrte, c'est la longévité, c'est l'embaumement. Oui. Pour Aphrodite, le laurier pour Apollon, on comprend bien que là, ce sont les fameux lauriers que portent encore nos généraux. Voilà, et d'ailleurs, ce laurier était aussi utilisé, on peut en parler, au baccalauréat, mais aussi pour les Jeux Olympiques. Jeux Olympiques, qui avaient lieu tous les 4 ans, donc à Olympie en Grèce, qui était aussi une cérémonie religieuse, et on couronnait les vainqueurs avec des fleurs de laurier. Une bêtise, parce que nos généraux ne portent pas le laurier, ils portent le chêne. Effectivement, Zeus, qui est le symbole de l'autorité, précisément. Oui, alors le laurier, ça a été aussi ensuite, alors si on va dans l'Antiquité romaine, ça a été un symbole du général en chef, de l'impérator, du général vainqueur, qui portait des lauriers au moment de son triomphe. Alors vous connaissez l'histoire, il se promenait sur un char à Rome, sur le forum, et puis derrière, il y avait un esclave qui lui tenait des lauriers au-dessus de la tête, mais qui lui répétait sans arrêt « tu n'es qu'un homme », et qui l'insultait même pour le faire redescendre sur terre, en fait, parce que comme effectivement les lauriers étaient des symboles divins,
Bon, ensuite les empereurs d'ailleurs vont se diviniser d'ailleurs, mais enfin disons que là pour le moment, on demandait au général en chef de reprendre pied sur terre et dire tu as des honneurs divins, mais tu n'es qu'un homme. Oui. Même si tu as le droit au laurier pour l'occasion. Oui. Alors c'est tout de même un symbole très fort parce que on peut véritablement dégager quelques sens principaux, mais on dit que le circulaire correspond à la nature céleste. Elle unit ce qui est au-dessus de nous et ce qui est en dessous, en marquant les limites. La couronne peut se rapprocher également de la corne en tant que pouvoir et en même temps lumière. Et on peut dire que dès la plus haute Égypte, cette couronne, qui d'ailleurs était particulièrement spéciale, et dont vous allez nous parler, revêtait un sens profond. Oui, donc l'empereur, enfin le pharaon d'Égypte, le roi d'Égypte, portait une couronne tout à fait bizarre, qui ressemble pas vraiment à une couronne moderne, qu'on appelle le pshent, qui était formée de deux parties, donc la couronne de Haute et de Basse Égypte, qui étaient deux éléments, un ressemblant un peu à une tiare, et puis l'autre à un plumet derrière, enfin voilà, qu'on avait assemblé pour montrer que le pharaon régnait à la fois sur la basse et la haute vallée du Nil, donc l'ensemble de l'Égypte. Mais il y avait en Égypte d'ailleurs d'autres sortes de couronnes qui alors étaient, dont je n'ai pas les noms là en tête, mais on les retrouvera dans le bouquin, qui étaient attribuées à tel ou tel dieu, à tel ou tel personnage illustre, etc. Donc l'idée de couronne était déjà très présente en Égypte, même si c'était pas des couronnes qui ressemblaient beaucoup à ce que nous appelons aujourd'hui une couronne. Donc le mot couronne, effectivement, comme vous disiez, le mot corona en latin, qui vient d'ailleurs du grec coronet, veut dire un objet courbe, un objet circulaire. On l'utilise d'ailleurs aussi pour désigner un animal, la corneille, parce que la corneille a un bec un peu courbe. Donc voilà, par analogie, voilà, on appelle ça une couronne. Mais il y avait d'autres termes qui étaient... En tout cas, à propos des pharaons, dont vous parlez de la double couronne, pshent, composée de la mitre blanche, et rouge de Haute-Égypte, encastrée dans la couronne rouge du delta. Voilà. L'atef est la coiffure sacrée d'Osiris. Elle est composée de la mitre blanche, de 2 plumes d'autruche, de corne, de bélier, d'Uraeus et parfois compliquée de quelques autres ornements. Chacun de ces éléments est un hiéroglyphe, car tout est symbole en Égypte. La mitre blanche exprime une idée de lumière. La plume d'autruche est l'emblème de la vérité. Les cornes de bélier rappellent l'ardeur génératrice. Donc, on voit que tout ça n'était pas porté par hasard. Non, mais on le voit bien aussi d'ailleurs dans les statues de saints encore aujourd'hui, où il y a des symboles précis pour chaque personnage qu'on reconnaît, les clés de Saint-Pierre, la tour pour Sainte-Barbe, etc. Enfin, disons qu'on a des symboles qui sont attachés à des personnages particuliers ou à des divinités particulières. Alors, pour le monde grec et latin, on a déjà évoqué les différents... ce qu'il en était du chêne, du laurier, de la myrte, de la vigne. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à propos de l'évolution, justement, de ces couronnes? Oui, alors, donc, des Grecs aux Romains? Oui, d'ailleurs, le terme couronne... On pourrait même dire à Byzance, parce que... Après, à Byzance, et le terme de couronne, dont je disais corona, coronet, était pas nécessairement employé en priorité. À l'époque, on parlait en grec de Stéphanos, donc ça donnait Stéphanos, qui était le nom de une sorte de tiare, en fait, voilà. Et puis le mot diadème aussi. Alors le mot diadème qui était qui était porté par les rois orientaux, les rois perses, et ensuite vers la Grèce et vers Rome, était à l'origine simplement un bandeau de tissu blanc qui ceignait donc le front du souverain et qui était rehaussé, alors qui petit à petit va être rehaussé de pierreries, de métal, etc., et qui va donner finalement notre couronne actuelle, c'est-à-dire cette idée de ce diadème qui est à l'origine simplement
un bandeau de tissu un peu, va devenir petit à petit de plus en plus orné, de plus en plus riche, à mesure que l'empire donc romain va se développer, puisque l'empereur, donc je disais au départ qu'il n'était qu'un général en chef vainqueur à l'époque de César, va ensuite devenir une sorte de ce qu'on appelle le princeps, le prince, va devenir en fait le chef de la République romaine, va devenir un monarque tout puissant. Qui va être d'ailleurs divinisé, qui va subir une apothéose, qui va être placé au rang des dieux à sa mort. Et donc les couronnes vont évoluer aussi parallèlement, parce qu'on va voir la couronne, par exemple, la couronne alors, radiée. Le christianisme, en tout cas, au temps même du christianisme. Alors le christianisme a une vision un peu ambiguë au départ de ces couronnes, puisque les premiers pères de l'Église disent il faut absolument pas qu'un chrétien porte une couronne, parce que la couronne, c'est le symbole des dieux païens. Les couronnes, c'était ce qu'on déposait sur les autels des dieux païens pour les honorer. Puis c'est ce que portait, ce qu'on a dit tout à l'heure, Jupiter, Bacchus, Dionys, Apollon, etc. Donc l'idée d'une couronne au départ, et puis petit à petit, l'idée de couronne va basculer dans le christianisme, puisqu'il va y avoir la couronne du martyr. On va parler de les martyrs un peu comme des athlètes. C'était Saint Paul qui parle d'athlètes de Dieu. Il dit eh bien, il mérite une couronne. Il mérite une couronne du martyr. Et donc le Christ lui-même, on sait que dans les évangiles, on parle de cette couronne de dérision, couronne cette fameuse couronne d'épines. D'épines, qui est censée qu'on lui met sur la tête parce qu'il on le présentait comme roi des Juifs, donc c'était pour se moquer de lui, etc. Donc l'idée de couronne va finalement va être christianisée, comme beaucoup d'autres éléments antiques d'ailleurs, et va donc être intégrée dans le christianisme. Mais entre-temps, effectivement, la couronne a évolué dans l'Empire romain, puisqu'on a des couronnes, ce qu'on appelle des couronnes radiées, c'est-à-dire des couronnes avec déjà ce qui ressemble un peu à une couronne aujourd'hui, avec des rayons tout autour de la tête, un peu comme le soleil, parce que là ça vient d'Égypte, de la famille des Ptolémées d'Égypte, donc à l'époque hellénistique, la dernière dynastie égyptienne à laquelle appartenait Cléopâtre, qui était d'origine grecque d'ailleurs. Eh bien ces Ptolémées se disaient descendants d'Apollon, d'Hélios, de tous ces dieux solaires, et donc portaient une couronne qui représentait en fait les rayons de soleil. Donc on a cette couronne radiée qui va être reprise ensuite par les empereurs romains, on les voit en particulier sur les pièces de monnaie, parce que ça, on a vraiment des collections extraordinaires. Il y en a quelques-unes d'ailleurs dans le livre. Donc cette corona radiata, cette couronne rayonnante, va être utilisée à partir de Dioclétien en particulier, qui lance d'ailleurs à ce moment-là le culte de Sol Invictus, le soleil invaincu, qui est un petit peu un culte qu'on lance pour faire pour concurrencer le christianisme un peu qui est en train de devenir, de se développer de plus en plus. Donc ce Sol Invictus, c'est une espèce de dieu unique qui réunit tous les dieux de l'Antiquité, tous les dieux païens, et qui est une sorte de christianisme, de déguisement par rapport au christianisme. Et puis petit à petit, dans le christianisme, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a au moins 3 étapes où cette couronne va intervenir. Il y a non seulement cette évolution donc d'une couronne qui était remise aux athlètes victorieux dans les Jeux, les combats du stade, et on parle de couronne dans la mesure où l'individu porte toutes ses forces à la vertu, quelque part. Oui, c'est l'athlète de Dieu dont parle Saint Paul, dans je ne sais plus quelle lettre. Il dit, vous soyez des athlètes. Donc, et elle n'est pas assimilée à une récompense méritée, mais bien au salut éternel. Et on la retrouve lors du baptême. Du baptême, qui est une forme d'initiation, et même pour le mariage. Et ça, vous en parlez, notamment dans les mariages orthodoxes aujourd'hui. C'est vrai. Les mariages, en tout cas de l'Église orientale, on couronne les mariés. Sont en quelque sorte. Bon, c'est une espèce de divinisation. Les orthodoxes sont très attachés à l'idée que l'homme doit devenir Dieu, en fait, doit aller vers une certaine divinisation, et donc la couronne est un symbole, effectivement. Elle capte les vertus du ciel.
Et il faut dire que symbole, le mot symbole, on n'a pas vraiment parlé de ce que signifie symbole. Ça veut dire réunir, hein, Oui. En grec, symbolein, mais aussi, c'est aussi un mot qui a plusieurs sens, puisqu'il veut dire aussi s'examiner soi-même. Hein. Le terme est utilisé d'ailleurs dans la Bible, dans les évangiles, lorsque la Sainte Vierge reçoit la visite de l'ange, et elle s'examine elle-même. Donc c'est vraiment aussi une introspection. Le symbole, c'est quelque chose qui permet de revenir sur soi-même, voilà, et de rassembler, en fait, de se rassembler aussi, de se rassembler, voilà, en vue, alors pour le christianisme, en vue d'unifier s'unifier le corps, en vue d'un l'âme salut. et l'esprit, Voilà. en Dieu, si j'ose dire. Absolument. Dans le Créateur. Alors, vous évoquiez très justement cette importance du soleil, de la lumière, hein, dans les civilisations. Vous avez parlé de l'Égypte et de la Grèce, mais vous évoquez, et vous faites drôlement bien de le faire, là encore, l'universalisme couronne. Oui. C'est que même au Japon, en Chine, et surtout chez Moctezuma, enfin chez les... Bien sûr, on a dans des les couronnes, dynasties alors, on d'Amérique. On peut pas parler de couronne au sens strict du terme, donc c'est des couvre-chefs, des ornements de tête, en fait. Hein, n'empêche que les plumes sont le symbole du soleil. Mais qui ont la même, qui ont la même finalité, avec des symboles différents, avec des objets différents. Effectivement, chez les Aztèques, on avait des couronnes, magnifiques couronnes de plumes vertes, là, qui symbolisaient effectivement aussi le soleil, hein, le serpent à plumes, enfin, qui était le dieu suprême, etc. Et puis en Orient, on va avoir aussi en Corée, au Japon, en Chine, des formes de couronnes qui symbolisent le pouvoir, mais qui sont quand même très différentes. Avec à chaque fois la référence au soleil. Oui, parce que en fait, on a la couronne, si vous voulez, c'est quelque chose qui montre que le porteur est en quelque sorte le lieutenant le lieutenant du divin, le lieutenant de l'au-delà sur terre. Hein, c'est ça donne un statut, vous dites demi-divin. Voilà, ça donne, c'est une sorte d'intermédiaire qui permet de montrer que bien le roi ou le souverain est de l'intermédiaire, c'est ce qu'on disait pour les rois de France qui étaient les lieutenants de Dieu sur terre, hein, ils tenaient lieu ils étaient le représentant en quelque sorte de Dieu sur terre. C'est vrai pour pratiquement les souverains du monde entier. Donc ils sont certains même sont carrément divinisés, mais enfin bon là c'est autre chose. Mais disons que voilà, l'idée de la couronne, c'est quelque chose, c'est c'est presque une antenne entre le ciel et la terre, enfin qui fait le lien entre qui montre que c'est la personne qui la porte est investi d'un pouvoir divin, et que son pouvoir temporel ne dépend finalement que d'une délégation du divin. Alors vous avez conçu votre livre d'une certaine manière. En réalité, vous prenez un certain nombre de thèmes. Vous commencez par développer un certain nombre qui sont assez chronologiques, chronologiques, puis une géographiques. Deuxième partie, donc plus analytique, qui on peut dire retrace l'histoire. Alors c'est une série, hein, c'est une collection qu'on vient de lancer, et donc il y a toujours cette forme, c'est-à-dire c'est une petite collection publiée par les éditions d'Hervy, à chaque fois sur les symboles de l'histoire, hein, donc les symboles de l'histoire. Dans cette première série, on a donc les couronnes, on a aussi la fleur de lys, on a le Graal, on a Marianne aussi, qui est un symbole de la République, mais aussi quelque chose qui s'inscrit dans notre histoire. Et donc, à chaque fois, ce sont des petits livres objets un peu précieux, avec un beau papier, une belle couverture, etc. Et donc il y a une partie d'un texte courant, donc qui explique le cheminement du thème, qui au niveau chronologique et puis géographique. Et puis ensuite on a une quinzaine ou une vingtaine de belles pages avec de belles photos, pleines pages. Qui montrent des exemples. Donc là, on a les couronnes du monde entier. Les plus connues sont les couronnes, bien sûr, anglaises, les couronnes
françaises, la couronne dite de Charlemagne qui se trouve à Vienne, enfin, et puis aussi des couronnes moins connues. De toute façon, on va en évoquer Serbie, un certain nombre etc. qui sont particulièrement remarquables. Mais peut-être qu'on pourrait conclure à propos du christianisme, on pourrait conclure avec la fameuse tiare portée par les papes et, je dirais, la couronne portée par le négus. Le négus d'Éthiopie, ce sont d'ailleurs ce sont deux formes de tiare, puisque elles se divisent en trois niveaux, avec évidemment l'autorité spirituelle conférée par Dieu. La couronne, en fait. Voilà. Ensuite, le deuxième, à savoir le pouvoir spirituel exercé par le pape ou par l'empereur, et le pouvoir temporel. Oui, sur les États de l'Église. Avec cette espèce de tripartition qu'on retrouve, donc aussi bien sur la couronne des empereurs d'Éthiopie que celle du Henri pape. III, d'ailleurs, avait pris une triple couronne aussi dans ses blasons et parce que il avait été roi de France, il avait été roi de Pologne auparavant, et il disait la troisième pour le ciel. Ah. Voilà, donc c'était effectivement l'idée qu'il recevrait, il espérait recevoir une autre couronne lorsqu'il mourrait. Oui. Mais c'est vrai que on a avec cette tiare, un exemple particulier puisque on a trois couronnes qui sont imbriquées sur une tiare en fait, voilà, et donc là c'est un symbole particulier. Il y a des tiares magnifiques d'ailleurs reproduites dans votre livre. La plus récente étant celle de Paul VI, je crois, qui était. Mais je crois que les papes maintenant les ont un peu placés dans les musées. Donc, et vous dites que celle de, malheureusement, on peut trouver celle de Ménélique qui est encore exposée, mais il semble que celle d'Haïlé Sélassié, le dernier empereur de. Oui, alors après il y a eu la révolution bolchevique. Mais je crois qu'on a guère de leçons à donner de ce point de vue-là, parce que vous expliquez très justement dans votre livre que la France s'est montrée extrêmement si on veut parler conservatrice, des couronnes françaises, effectivement, on a donc jusqu'aux Capétiens finalement. C'est vraiment les Capétiens qui vont introduire l'idée d'une couronne, et puis c'est à ce moment-là où la forme de la couronne telle qu'on l'imagine se met vraiment en place, après au début du 9e, 10e siècle. Et donc on va avoir c'est Philippe Auguste au XIIIe siècle, au début du XIIIe siècle, qui va faire créer deux couronnes qu'il appelle couronne de Charlemagne parce qu'on ne prête qu'aux riches, donc c'est toujours des couronnes de Charlemagne. D'ailleurs, il y en a une autre qui est à la Hofburg. Vous dites que ce sont de fausses couronnes. C'est des fausses couronnes de Charlemagne, mais disons qu'elles sont censées apporter la légitimité carolingienne. Donc il avait fait faire ces deux couronnes. Elles peuvent être antiques tout de même, parce que vous dites qu'il y en a une particulièrement belle qui date de Philippe II Auguste, donc quand même ancienne. Oui, Philippe Auguste était... Oui, mais alors elles ont été détruites, hélas. Ah bon, également. Oui, alors les couronnes dites de Charlemagne, de Philippe Auguste, du XIIIe siècle, elles ont... il y en avait deux, une pour le roi, une pour la reine. Celle du roi faisait 4 kilos d'or, donc quelque chose d'assez lourd à porter. Elle va être portée à chaque couronnement, à chaque sacre, donc à Reims, jusqu'au moment de des guerres de religion, puisqu'à ce moment-là, les Huguenots... Non, c'est pas les Huguenots, il faut pas attaquer toujours les pauvres protestants, en l'occurrence, c'est la Ligue. Ah, c'est la Ligue. C'est la Ligue catholique, donc qui va détruire la couronne du roi, au moment des guerres de religion. Dans le paradoxe. Oui, mais comme il voulait, je sais pas quels ont été les mais comme il voulait placer le roi d'Espagne à un moment sur le trône de France, les choses sont un peu compliquées. Et la deuxième couronne, donc, qui était la couronne de la reine, qui était un peu plus petite, a été utilisée ensuite, donc, par les Bourbons, et a été détruite à son tour en 1793 au moment de... En fait, il ne nous reste rien, sinon donc, une couronne de Louis XV. Voilà, il reste une couronne de Louis XV, qui est d'ailleurs exposée avec les régalias, enfin, tous les objets du sacre, et qui doit être exposée actuellement dans cette belle exposition qu'il faut aller voir très vite parce qu'elle va bientôt fermer au Gobelin sur le sacre de Charles X.
donc cette couronne c'est la seule qui nous reste avec de fausses pierres. Avec de fausses pierres, parce qu'on a. Mais ça, c'est assez classique. Hein. En Angleterre aussi, l'idée de démonter les couronnes, de les remonter autrement, réutiliser les pierres, c'est assez classique. Hein. Et donc on a aussi la couronne qui nous reste, celle de l'impératrice Eugénie. Oui. Très jolie couronne. Qui avait été faite pour au 19e siècle, et qui a été celle de l'empereur Napoléon III avait été détruite, mais celle a été lamentablement détruite en 1887. C'est ça, mais celle d'Eugénie avait été rendue à Eugénie, qui ensuite l'avait léguée à sa famille, et donc la famille, je crois que c'est les De Witt, qui étaient une descendante des Napoléon, des Bonaparte, ont rendu au Louvre. Donc on a aussi la couronne qui est très jolie, qui est effectivement, on a ces couronnes là qui restent. Mais c'est vrai que les autres couronnes ont été. Alors il y a aussi la couronne, une autre couronne dite de Charlemagne qui a été faite par l'orfèvre Biennet. Pour le couronnement de Napoléon Ier. Napoléon Ier. Et donc cette couronne dite de Charlemagne, on a rajouté des camées antiques dessus, donc pour donner un effet un peu folklorique, un petit peu faussement médiéval. Voilà, faussement médiéval, faussement antique. Enfin, en tout cas, Napoléon l'a utilisée pour son couronnement. Et ce qui est amusant, c'est qu'elle a été utilisée aussi au sacre de Charles X. Est-ce que c'était c'est Hervé Pinotto qui avait découvert ça en son temps, que finalement on n'avait plus grand chose à utiliser au sacre de Charles X. Donc cette couronne dite de Napoléon a été utilisée au sacre de Charles X en 1825. Donc c'est assez amusant. Et puis celle-là, elle a été conservée ensuite, et elle est aussi au Louvre. Donc je vous invite à aller au Louvre, voir la salle des Alors, on va dire quand même un mot des couronnes anglaises, parce que ils sont quand même un peu plus conservateurs que nous. Oui, même si la couronne de Saint-Édouard a été liquidée par Cromwell, si j'ose dire. Mais bon, après... Et on a récupéré quelques pierreries, si j'ai bien compris. Oui. Alors elle a été... au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, après la restauration de Charles II, donc en 1660, il a refait une nouvelle couronne à fabriquer par qui est utilisée. Qui est toujours utilisée. Et elle est la couronne, absolument importable. D'ailleurs, on se souvient que la pauvre reine Élisabeth, quand elle avait 20 et quelques années, qu'elle a dû la porter, elle s'était entraînée plusieurs semaines à l'avance à la porter dans la journée pour pouvoir la supporter le jour du sacre. Alors, heureusement, on la laisse sur la tête du souverain quelques heures ou quelques minutes, et ensuite on la remplace par une couronne un peu moins lourde. Il faut préciser que plusieurs de ces couronnes comportent des pierres exceptionnelles. Ah oui, alors il y a le fameux Koh-i-Noor. Alors là, ce qui a posé des tas de problèmes, parce que évidemment avec le wokisme actuel et l'anticolonialisme, l'Inde revendique le Koh-i-Noor, qui en fait que les Indiens d'ailleurs avaient volé eux-mêmes aux Persans, donc ça pourrait être aussi bien l'Iran qui pourrait le récupérer. Il y a plusieurs pays, je crois que l'Afghanistan aussi sur les rangs, en disant que si on veut remonter à quel est le premier voleur, on a du mal parfois à savoir à qui faudrait restituer les objets. En tout cas, c'est un des plus gros diamants. Alors il est en plusieurs morceaux, il a été débité, je dirais, en plusieurs diamants. Et c'est le plus gros et un des plus importants. Et je crois qu'il a été, qu'il devait être sur la couronne de la reine, donc Camilla, au moment du couronnement, et qu'on l'a, pour des raisons diplomatiques justement, on ne l'a pas laissé. Enfin, je me souviens plus exactement, mais je crois qu'il y a eu, en tout cas, il y avait eu une histoire très fumeuse autour de ça, l'Inde protestant, ce manque de respect, alors que même, comme je vous dis, avait fait une razzia sur l'Iran, sur la Perse de l'époque, pour récupérer la couronne impériale d'État, donc qui est une couronne magnifique, qui est portée, elle, tous les ans. Alors celle-là, elle est utilisée, je dirais, c'est la couronne ordinaire, si on veut dire,
qui est utilisé en particulier lors de l'inauguration du Parlement, le roi vient faire son discours, le discours du trône, où il lit un discours écrit par le Premier ministre, donc pour l'ouverture du Parlement. Donc celle-là, effectivement, est portée... elle est utilisée aussi... Elle comporte des fleurs de lys, ce qui est assez... Alors, les fleurs de lys, oui, parce que n'oubliez pas que jusqu'en 1804, je crois, Oui. Les rois d'Angleterre se prétendaient rois de France. Oui, bien sûr. L'affaire la guerre de 100 ans n'avait jamais été vraiment élucidée, donc ils considéraient avoir des fleurs de lys dans... Et ce qui est assez exceptionnel, c'est que... donc, effectivement, elle comporte 4 fleurs de lys. Oui, oui. Et ces arches sont également, écrivez-vous, sommées d'une croix pâtée contenant le saphir de Saint-Édouard. Voilà, on a là une trace. Voilà, mais alors donc les fleurs de la couronne lys, primitive. Bon, les fleurs de lys, en même temps, c'est devenu un symbole universel. Hein. D'ailleurs, il y a un autre livre dans notre collection écrit par mon ami Pierre Mollier là qui en raconte l'histoire. La fleur de lys, elle apparaît à peu près au 11e, 12e siècle en France. Hein. C'est d'abord probablement un symbole marial. Hein. On le voit, c'est la Sainte Vierge c'est un symbole de pureté, oui. Voilà. Et donc petit à petit, cette fleur de lys, elle va être diffusée dans le monde entier. On va la retrouver dans d'autres comme symbole de la royauté. Un symbole de pureté et de trinité, puisqu'il y a les trois. Oui, il y a les trois. La fleur de lys, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut retrouver autour de la fleur de lys. Certains disent aussi que c'est un crapaud, que c'est une lance aussi, peut-être, une lance que portaient les premiers les francs. Hein. Voilà. Enfin, en tout cas, je pense que l'idée mariale est quand même beaucoup plus pertinente. Alors, rappelons que Radio Courtoisie ne vit que de ses auditeurs et auditrices, et que nous vous invitons à aider Radio Courtoisie, à contribuer à Radio Courtoisie. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Alors, nous revenons donc à cette discussion avec Philippe Delorme autour de son livre « Couronne » au pluriel, publié par Dervy au prix de 12,90 €. Précisons d'ailleurs que vous dédicacerez vos ouvrages, et notamment celui-là, ce samedi au comptoir des monastères, mais à Versailles. Voilà, c'est dans les carrés pour des antiquaires, vous savez, à côté de la cathédrale Saint-Louis, donc dans les carrés. C'est rue Royale. Hein. Rue Royale, voilà. Royale. La rue Royale Voilà. traverse les carrés. Je crois que c'est 61 ou 65 rue Royale. Une des boutiques des carrés, mais vous le trouverez facilement. Et vous y serez de 15h à 18h. Oui, donc samedi prochain... Voilà, donc je serai heureux de signer ce livre, et puis je vais en apporter d'autres aussi, des plus anciens, que vous pourrez, voilà. Si vous avez aussi des livres... Et vous lirez bien évidemment la contre-histoire de France. La contre-histoire de France qui était le succès de votre année de l'année. Un excellent éditeur, Via Romana. Alors, vous concluez, avant qu'on aborde évidemment les principales couronnes dont vous retracez l'histoire, et Dieu sait si on a déjà commencé à le faire. J'aime beaucoup la fin de votre introduction à ce livre, qui est en fait une citation du Seigneur des Anneaux. Oui. Tout ce qui est or ne brille pas. Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Le vieux qui est fort ne dépérit point. Les racines profondes ne sont pas atteintes par le gel. Des cendres, un feu s'éveillera. Des ombres, une lumière jaillira. Renouvelée sera l'épée qui fut brisée. Le sans couronne sera de nouveau roi. Oui, alors c'est vrai que c'est une parole d'espérance, c'est un vœu. Oui, c'est vrai que moi, le royaliste Philippe Delorme. C'est vrai que j'ai trouvé cette scène. D'abord, j'aime beaucoup le texte, et puis surtout le film qui est extraordinaire. Le moment du couronnement d'Aragorn à la fin là est vraiment très prenant. Toutes les générations ont rêvé de la couronne du Gondor. Absolument, et moi le premier. Mais c'est vrai que l'idée de couronne, au-delà des royautés encore en place aujourd'hui,
ça fait rêver dans l'imaginaire collectif. Hein. Donc on a le Seigneur des Anneaux de Tolkien avec Aragorn, on a le Game of Thrones aussi, voilà, où on a... il faut pas oublier que voilà. Nous vivons chaque année au rythme de la couronne, puisque autour de la galette des rois. Absolument, on a des rois éphémères là, qui se succèdent chaque année. Non, c'est vrai que l'idée qui mélange tradition carnavalesque et souvenir des rois mages. Oui, parce qu'il y a les fameux rois mages aussi dont on pourrait parler, qui n'étaient pas vraiment des rois, qui étaient plutôt des... Bon, pour autant qu'on peut le savoir, des magiciens, des savants, des astrologues, etc. Et qui petit à petit se sont transformés finalement en les représentants des différentes races humaines finalement, puisqu'on a un noir, un jaune, un blanc, et qui sont devenus des rois. Oui. Donc voilà, c'est les rois de toute la terre. En fait, il y a une citation d'ailleurs, les rois de toute la terre viendront l'adorer, etc. Donc Gaspard, on reprend Melchior et Balthazar. Voilà, on reprend cette idée-là. Et puis il y a les romans de chevalerie qui restent encore très dans l'imaginaire, en tout cas européen, avec les contes de fées aussi. Quand vous demandez à un enfant de l'école maternelle une histoire, ça va toujours être une histoire de princesse et de prince. Ça va jamais être la fille du président de la République. C'est toujours, voilà, il y a toujours l'idée de ce monde enchanté où on porte des couronnes. Donc c'est vraiment quelque chose qui reste encore très marquant dans l'imaginaire collectif. Bah, nos auditeurs doivent se souvenir du texte extraordinaire, La patrouille des contes de Gripari, de Pierre Gripari, qui reprenait nos différents contes traditionnels pour montrer à quel point ils étaient peu wokistes. Ah bah oui, c'est pour ça d'ailleurs que Disney a eu du mal à adapter... Et qu'ils sont revenus. Adapter Blanche-Neige en faisant un Noir-Neige, on va dire. Enfin bon, ça devient ridicule. C'est-à-dire que effectivement, soit on respecte... mais c'est vrai aussi pour des contes africains. On n'imagine pas, par exemple, un conte africain où les personnages seraient blancs. Enfin... chacun est capable de se projeter dans l'imaginaire d'un autre peuple. Enfin, c'est ridicule de vouloir faire cette espèce de mélange, de mettre... là, ce sont des contes qui appartiennent à l'imaginaire européen du Moyen-Âge, etc. Donc, manifestement, on ne peut pas... on peut dire que dans un royaume lointain, il y a des gens qui ne sont pas de la même couleur, mais dans le royaume lui-même, ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Voilà. Alors, évoquons maintenant quelques couronnes particulièrement remarquables, on dirait. Vous commencez par la couronne du Saint-Empire. Alors, cette couronne du Saint-Empire... particulièrement belle, qui est conservée à Vienne. Voilà, cette couronne du Saint-Empire qu'on a appelée couronne de Charlemagne, mais qui en fait date d'Othon Ier, donc au Xe siècle. Oui. Même au XIe siècle, probablement 10-11e siècle. Vers 1030. Elle est très proche quand même des couronnes... Sa forme octogonale rappelle le chiffre 8, symbole de la perfection divine et de la rédemption. Oui, parce qu'en fait, elle est faite... 7 jours de la création et le 8e jour... Et la perfection, le jour où il se repose, et où il regarde tout ça et il dit c'est bien. Oui, voilà. Oui, c'est en fait, elle est formée de plaques qui sont... de 8 plaques distinctes qui sont reliées entre elles, et qui forment une sorte de velours. Oui, et d'une croix qui, je crois, a été rajoutée surmontée ensuite. D'une croix magnifique. Mais ça ressemble beaucoup là, encore aux croix byzantines, enfin aux croix grecques, aux couronnes grecques de l'Empire byzantin. On est encore. C'est très byzantin. L'Empire romain, on a. Et alors, ce qui est amusant à voir, c'est que si vous regardez bien les pierres, elles ne sont pas taillées. Jusqu'à la Renaissance, pratiquement, on ne taillait pas les pierres. Non. Elles sont brutes. L'idée de les tailler, d'en faire des objets comme aujourd'hui, là, c'est simplement des pierres brutes qui sont enchâssées. Mais c'est magnifique. Fait avec un goût absolument. Oui. Et donc cette couronne dite dite du Saint-Empire, puisque c'est plutôt le Saint-Empire romain germanique, donc avec Othon, la dynastie ottonienne, donc à partir du 9e, 10e siècle, va être utilisée jusqu'à
jusqu'à Charles, du règne de Conrad II, donc vers 1030, jusqu'au début du 19e siècle. Oui, jusqu'à la fin de l'Empire germanique, puisque l'Empire romain germanique va être détruit par Napoléon Ier, et donc on va ensuite avoir des empereurs, mais qui sont des empereurs d'Autriche. Alors vous expliquez, mais qui n'auront plus le pouvoir pouvoir théorique sur l'Allemagne entière. C'est ça. Donc 4 panneaux historiés en émail d'inspiration byzantine, écrivez-vous, représentent les rois de l'Ancien Testament et le Christ encadré par 2 anges. Les 4 autres sont des dalles serties de pierres précieuses. Oui. À l'origine, elle était rehaussée de 4 aigrettes trifides et agrémentée de chaînettes pendentifs. Voilà, alors là, tout à fait comme les couronnes, vous savez, on a les couronnes visigothiques qui est en Espagne, dans ce que les Visigoths étaient installés en Espagne, et on en a en particulier, si vous voulez aller à Paris au musée de Cluny. Il y a un certain nombre de ces couronnes espagnoles visigothiques, donc qui représentent vraiment la forme de ces couronnes byzantines, avec des chaînes effectivement qui pendent tout autour. Mais là, elles ont disparu effectivement Par contre, elles n'ont pas disparu sur la couronne de Saint-Étienne. La couronne de Saint-Étienne, la couronne hongroise. Oui. Alors, puisqu'on parle du Saint-Empire romain. Voilà. Et du Saint-Empire. La couronne de Saint-Étienne, c'est un mélange entre une couronne justement byzantine D'ailleurs, elle et est une encore couronne plus romaine. ancienne, elle date de l'an 1000. Oui, parce que c'est au moment où donc les Hongrois se sont convertis au christianisme. À ce moment-là, ils ont reçu une couronne du pape. Oui. Et puis, à un autre moment, ils ont reçu une couronne de l'empereur du Basileus, donc byzantin, et ils ont fait un mélange entre ces 2 couronnes. Donc, on a cette couronne qui, alors, a une importance considérable en Hongrie. D'ailleurs, elle est toujours exposée. C'est un trésor national. Oui, elle symbolise vraiment le pouvoir. Oui. C'est-à-dire, le pouvoir, c'est pas l'empereur, ou aujourd'hui le président de la République. C'est la couronne qui symbolise, c'est un peu comme dans le sceptre d'Ottokar, si on n'a pas le sceptre d'Ottokar de Tintin, on n'est pas le roi. Eh bien, la couronne de Saint-Étienne symbolise le pouvoir, et elle a ses petites chaînes encore, effectivement. Et alors, elle a été portée la dernière fois par Charles, donc le Charles IV de Hongrie, qui était le dernier empereur d'Autriche, Karl, qui est mort à Madère en 1922 ou 21, voilà. Et donc, on avait encore, il n'y a pas très longtemps, son fils, l'archiduc Otto de Habsbourg, que j'ai assez bien connu et qui avait assisté à cette cérémonie. Donc là, on a un raccourci de l'histoire. Vraiment, alors, dites-nous un mot de la couronne impériale d'Autriche, qui est plus récente. Alors, la couronne impériale d'Autriche, elle a été créée ensuite lorsque, effectivement, Napoléon met fin à l'Empire romain germanique, au Saint-Empire romain germanique qui était millénaire, donc il y met fin en 1804 ou 1806, je ne sais plus. En tout cas, à ce moment-là, l'empereur Habsbourg, il devient empereur d'Autriche. Elle a été utilisée en 1804, mais je dis une bêtise. Vous dites qu'elle a été fabriquée à Prague en 1602. Oui, alors c'était une. Donc elle est quand même beaucoup plus ancienne. C'était une des couronnes des empereurs de romains germaniques qui va être utilisée à partir du moment où en 1804 l'empereur devient empereur d'Autriche seulement. Donc on a utilisé cette couronne comme la couronne impériale d'Autriche. Il est aussi roi de Hongrie, c'est pour ça que lors du couronnement, il y a un couronnement aussi à Budapest où on porte la couronne de Saint-Étienne, etc. C'est ça. Donc, mais là, c'est la couronne effectivement de ce qui va être l'Empire d'Autriche de 1804 à 1918. Alors vous expliquez très bien ce qu'est cette très belle couronne d'ailleurs. La mitre en or, parce que c'est un genre de mitre. Oui, parce qu'il y a un côté aussi religieux. Le caractère ecclésiastique de l'autorité de l'empereur, consacré symboliquement diacre durant son couronnement. Dès lors, il gouverne sur terre au nom du Christ. Elle est divisée en 4 parties, illustrées de scènes montrant les 4 dignités de Rodolphe II. Réception comme empereur à Ratisbonne, comme roi de Hongrie à Bratislava, comme roi de Bohême à Prague, ainsi qu'une hypothétique victoire sur les Turcs. Au sommet de l'arche centrale, une émeraude bleu-vert polie symbolise le ciel au-dessus d'une croix discrète. Voilà, ça c'est au XVIIe siècle, au moment où Rodolphe II va faire cette couronne.
qui va être, comme on a dit, utilisée ensuite à partir du 19e comme en couronne impériale. Bon, le fait qu'elle ait une forme un peu ecclésiastique, ça rappelle cette bataille au Moyen-Âge entre les Guelfes et les Gibelins, entre le sacerdoce et l'Empire, c'est-à-dire entre l'empereur qui considérait qu'il devait avoir une prééminence sur le pape, et puis le pape qui disait que lui, de son côté, en tant que chef spirituel, devait avoir une prééminence sur tous les souverains de la chrétienté. Donc, d'une certaine manière, c'est un petit peu un clin d'œil pour dire que voilà, l'empereur est aussi un peu le pape de ces États, quoi. Mais oui, puisqu'il il était ordonné diacre, dit-on. Hein. Oui, alors ça a été une sorte de concession. Je ne sais plus à quel moment ça a eu lieu. C'est un peu la même chose en France, d'ailleurs, avec le gallicanisme, où le roi de France va se dire quand même détenteur d'un certain nombre de pouvoirs. De nature ecclésiastique. Alors nous avons parlé de la couronne de Louis XV, que l'on peut voir donc, toujours actuellement à cette exposition. La couronne de Charlemagne, dite de Charlemagne, de Napoléon Ier, qui a servi, dites-vous, au sacre de Charles X. Celle de l'impératrice Eugénie est très de l'impératrice Eugénie, magnifique. Magnifique. Que l'on a encore. Et elle n'a pas été du tout transformée, enfin elle est vraiment telle qu'elle était. En or massif. Oui. Rehaussé, outre d'émeraude et de saphir de grande taille, de 2480 diamants, dont au centre le célèbre régent, pesant environ 50 carats. Ses motifs ornementaux incluent des fleurs de lys, des aigles, des palmettes, des feuilles de vigne et de laurier, associant ainsi l'héritage capétien à la gloire des Bonaparte. Oui, ça c'est toute un peu la lourdeur du 19e siècle. Maintenant, elle ne l'a jamais portée, puisqu'il n'y a pas eu de couronnement de Napoléon III. Et non plus d'Eugénie, donc en fait c'est une couronne d'apparat. Il y avait celle de l'empereur qui avait été faite au moment de l'exposition universelle aussi, et qui a été détruite après par la Troisième République. Alors vous avez, oui, effectivement, après les couronnes... Est-ce que vous voulez dire quelques mots des couronnes des pays nordiques ? Oui, alors au Danemark, si vous voulez voir de très belles couronnes, il faut aller au château de Rosenborg à Copenhague. Où sont conservées les couronnes royales, alors plusieurs couronnes royales, dont la couronne de Christian IV, là, que je montre, qui a une forme un peu particulière, parce qu'elle est très découpée, très baroque, c'est pas une couronne fermée. Elle date de 1595. C'est la couronne fermée, c'est la couronne impériale, en fait. Donc beaucoup de royaumes, ensuite, se sont... permis d'utiliser une couronne fermée en disant on est comme disait le roi de France, je suis empereur en mon royaume. Donc là par contre c'est une couronne qui n'est pas fermée mais qui est particulièrement impressionnante, décorée, etc. Et donc elle est au château de Rosenborg, et au château de Rosenborg vous avez un trésor qui est extraordinaire. Vous avez aussi d'ailleurs au château de Rosenborg les meubles d'argent qui avaient été exposés à Versailles il y a quelques années. Donc un trône d'argent, des lions, enfin des choses assez extraordinaires. Allez au château de Rosenborg, ça c'est très intéressant. Après vous avez des couronnes qui sont moins connues. Alors les couronnes, on va achever tout à l'heure par les couronnes plus contemporaines. Oui. Mais il y en a quand même une dont il faut parler auparavant. C'est celle, la couronne royale du Portugal. Alors, la couronne royale du Portugal, oui, qui conservait toujours au château, au palais de Lisbonne, je crois. Donc, elle qui a été fabriquée en 1817 et qui a été fabriquée à Rio de Janeiro, à l'époque où la famille royale des Bragances était installée, était exilée encore. Enfin, c'est après la fin de l'Empire, mais disons qu'ils avaient été chassés par Napoléon et s'étaient donc installés au Brésil. On va proclamer aussi l'Empire du Brésil à ce moment-là, et il y aura des couronnes d'ailleurs impériales brésiliennes qui vont être très jolies aussi, qui sont conservées là-bas au Brésil. Donc la couronne, elle est toujours par Jean VI, elle est toujours visible. Alors les couronnes plus récentes, mais tout de même intéressantes, enfin curieuses à les découvrir. On peut parler de la couronne de Prusse. Il y a la couronne d'Haïti aussi. On peut parler de la couronne d'Haïti qui est de 1804. Elle est exceptionnelle. Après 1804, donc Haïti devient indépendant. Il y a eu,
des dizaines de rois, d'empereurs, de présidents de la République qui vont succéder. Vous dites une soixantaine de chefs d'État, Oui, dont 2 empereurs et un roi. Voilà, Ouais. et donc en 1852, pour le sacre d'un de ces empereurs, eh bien, il va y avoir pour Faustin Soulouque, l'empereur Faustin Ier, il va faire une couronne particulièrement extraordinaire à Paris, hein, donc chez un joaillier parisien, j'ai plus lequel. Chef-d'œuvre d'orfèvrerie Voilà. d'un luxe inouï. La couronne de Faustin Ier comprend en effet 720 diamants, 8 rubis, 8 saphirs, des grenats et des émeraudes qui la font considérer comme l'une des plus chères du monde. Son anneau, décoré de joyaux et garni d'un grand de petits diamants sur sa bordure supérieure, est surplombé d'un décor de 16 volutes. Oui. Sur ces dernières viennent se poser en alternance 8 arches décorées de rangées de diamants et de pierreries, et des aigles haïtiennes couronnées siégeant sur 2 canons en sautoir. Le sommet de la couronne se referme en prenant la forme d'un palmier sur un orbe crucigère bleu, et bien évidemment surmonté d'une croix. Oui, parce que c'était effectivement un royaume chrétien, un empire chrétien. Elle existe encore. Elle existe, elle a été Ouais. exposée jusqu'en 2007 au musée du Panthéon de Port-au-Prince. Mais vous savez que Haïti est là, c'est un pays fort tourmenté, et donc on s'est rendu compte que certaines pierres avaient disparu subrepticement, donc elle est plus, elle peut plus l'apercevoir. On ne pouvait plus l'apercevoir. Je ne sais pas si elle a été remise en place depuis, mais enfin en tout cas il y a eu un moment où elle avait été mise à l'ombre parce qu'elle commençait à être pillée, comme d'ailleurs cette couronne à Madagascar, la couronne de la reine Ranavalo Ier qui avait été offerte par Victoria et qui a disparu un jour. Bon. Il y a une quinzaine d'années, un peu Alors, nuitamment. des couronnes plus communes, je pense à la couronne de Serbie ou la couronne de Prusse, la couronne de Roumanie. Alors la couronne de Serbie, d'or. elle est intéressante parce qu'elle a été fondue dans du bronze provenant d'un des canons pris aux Turcs au moment de l'indépendance par Georges Karađorđević, le premier prince de Serbie au début du 19e siècle. Et donc, symboliquement, on a utilisé le bronze de ces canons pour faire cette couronne. Donc, Par le célèbre joaillier parisien Falise. Oui, en général, c'est souvent des joailliers parisiens, hein, même pour toutes ces pays d'Europe centrale, c'est souvent au 19e, au 20e siècle. Donc, elle est toujours exposée, toujours au musée historique de Belgrade, hein, donc elle est un des symboles de la Serbie, de l'histoire de la Serbie. Alors, on l'a ressorti relativement récemment, lors des cérémonies familiales de réinhumation de la dépouille du roi Pierre II en 2013. Voilà, quand on a donc ramené au mausolée royal, eh bien, on la sort et on la pose. Donc, elle reste finalement, comme ça a été le cas pour la couronne de Roumanie, qui a été utilisée au moment des obsèques de Michel. Voilà, donc on a vraiment ces symboles qui restent, qui sont... c'est des pays qui ont connu 50 ans de communisme, donc qui se rattachent maintenant quand même à leur plus longue histoire, souvent à travers les familles royales. Alors, il n'y a pas eu de restauration, comme on pouvait l'imaginer à certains moments, mais donc ces familles royales conservent quand même un rôle mémoriel important. En Roumanie, la fille du roi Michel, la princesse Margarita, a un rôle un peu officiel, enfin un peu d'ambassadrice, etc. C'est pareil au Monténégro, c'est pareil en Serbie. Le roi de Siméon II de Bulgarie, qui est toujours vivant, lui aussi a un rôle il a même officiel. Il a même été Premier ministre à un moment. Donc, il y en a un qui a failli être restauré, c'était le roi d'Albanie, mais le référendum a été truqué. Oui, je pense que... Alors son fils, on a inversé carrément les résultats. Son fils est toujours là-bas, hein, d'ailleurs, et il est bien implanté. Maintenant, il est implanté là-bas, il vit là-bas... Vous n'avez pas mis la couronne albanaise, d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a une couronne albanaise ? Je ne sais plus. Je ne suis pas certain. En tout cas, là, c'est une colle. Non, mais je veux dire que je l'ignore totalement. Je demande à mes amis albanais. C'est un pays compliqué, donc je pense que soit les Italiens, soit les Russes auraient pu mettre la main dessus. Je ne sais pas, ou les Yougoslaves, je ne sais pas. Est-ce qu'il nous reste 4 minutes ? Donc, est-ce que vous pouvez, en 2 minutes, nous parler quand même de celle des souverains
des tsars de Russie. Oui, alors Parce que vous expliquez que c'est pas tout à fait une couronne. Hein. Alors c'est vrai que les tsars portent c'est plus une sorte de diadème aussi. Hein. Donc on a alors effectivement là ce qui est bien c'est qu'effectivement les communistes ont été assez assez respectueux de tout ça et conservateurs. Et donc on a au musée aussi bien à Saint-Pétersbourg qu'à Moscou un certain nombre de. Alors là on a par exemple, alors j'ai mis dans le livre une de ces couronnes qui ressemble effectivement plus à des, je sais pas si on peut dire à des tiares ou à des espèces de boules face à une forme. Le bonnet et la tiare. Oui, une espèce de bonnet, enfin un peu spécial. Et donc on a celle de la reine, d'impératrice Sophie, hein, donc qui va devenir Catherine II, enfin Sophie d'Anhalt, l'épouse de Pierre III, qui va devenir la fameuse Catherine II. Et donc elle s'était fait faire une couronne. Alors c'est pour son couronnement en 1762. Alors c'est des couronnes. Voilà, c'est des couronnes qui sont particulièrement ornées à la manière russe, avec recouvertes de diamants, de pierres précieuses. Donc elles sont très lumineuses et de perles. Voilà, quelque chose de très 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 visible à long. Donc je rappelle que j'invitais aujourd'hui Philippe Delorme pour son petit livre très précieux intitulé Couronne, les symboles de notre histoire, et publié par Dervy au prix de 12,90 €. Ce livre s'inscrit dans le cadre d'une collection très intéressante, comprenant d'ailleurs la fleur de lys, le symbolique de la fleur de lys, Marianne, la symbolique de Marianne et le Graal. Le Graal. Et je suppose qu'il y aura une suite. Alors il y a une suite. Moi j'ai signé pour un livre sur les dragons, le symbolisme du dragon, qui est alors aussi tout à fait mondial. Je vous inviterai pour ça. On en bien trouve évidemment. En Chine, on en trouve partout. C'est un symbole universel. C'est un symbole universel, oui. Et notamment le fameux dragon des mers. Enfin. Et puis, effectivement, les dragons, il y en a même dans les océans. Enfin, le dragon est vraiment quelque chose de très, Alors, très universel. Votre livre donc sera dédicacé ce samedi au comptoir des monastères, rue Royale, à Versailles. Au niveau des carrés des antiquaires, voilà. Vous y rendrez donc de 15h à 18h et vous signerez vos autres ouvrages par la même occasion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cher Philippe. Merci beaucoup et à bientôt. Entendre au fil des pages, dirigé par Benoît Mancheron, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 11 juin 2025 de 10h à 11h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.